Maramuso cɛ. Il est 20h passé de 6 minutes à Paris, 18h06 à Bamako et à Farabougou. Bienvenue dans le quartier général, bienvenue dans la maison du doute. Après quelques jours d'absence, j'ai un réel plaisir d'être face à vous pour présenter ce numéro de quartier général. Et aujourd'hui, donc, on va parler de 3 sujets. On va évoquer la situation chaotique de Farabougou abandonné aux mains des terroristes avec la bénédiction de ce qu'on peut appeler État malien et aussi du Haut Conseil islamique du Mali. Et donc, on va évoquer Farabougou. On va aussi évoquer les pesticides. Vous savez, les pesticides, c'est un nom générique qui est attribué à un certain nombre de substances qui tuent les insectes, qui tuent les champignons et qui empêchent des herbes de pousser. Et donc, il y a un business malhonnête qui se fait sur le dos du pauvre paysan africain, dont malien. Et donc, on va évoquer les pesticides qui sont interdits depuis une dizaine d'années en Europe et qui sont produits sur le sol européen par des grandes industries et qui sont revendus au vu et au su de toute la classe politique française, du bas jusqu'à Emmanuel Macron. Ils sont tous au courant et c'est commercialisé dans des pays tels que le Mali. Et donc, on va attirer l'attention des Maliens sur ça. Et le dernier thème que nous allons évoquer, c'est la plainte du Haut Conseil de la magistrature contre Maître Kassim Tapo. Et donc, on va évoquer tout ça aujourd'hui avec Babaro Bokoum, qui est le secrétaire politique du parti Sadi, et Dr Bala Sissé, enseignant-chercheur, Boukanyare et normalement Toto Diara qui doit nous rejoindre. Todunga Memora Benisu, Ambola Tourni, Akela Fama et Doni. Biyamena kuma fɛn saba de kan. Fɛn fɔlɔ ye mun ye, o ye Farabugu. An ye jateminɛ kɛ, an ye Farabugu kuma fɔ a ye an ka cɛ, an tɛ sɛgɛn sabula Farabugu. A kɛla ko Farabugukɛla ɲaman de y'a tala ka taa bila sununkun kan. Sununkun dun ye jumɛn ye? O ye djihadistes ni terroristes de ye. Bi, Haut Conseil islamique ani transition mɔgɔw ani militaires ka ɲɛmɔgɔw, olu de jɛna ka Farabugu ta k'a di djihadistes ma ka djihadistes ka sariya boli u kan. Donc an da bɛna don o la bi, an da bɛna don fɛn filanan min na, o ye a bɛ fɔ fɛn min ma pesticide, c'est-à-dire que Sɛnɛkɛlaw bɛ fɛn minnu kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ. Dɔw bɛ tumu faga n'a ye, tumu minnu bɛna par exemple ka kɔɔri attaquer, ka kɔɔri tiɲɛ, olu bɛ faga n'a ye. Fɛn minnu bɛ bin sugu dɔw bali ka falen, olu b'a la. Ani yiri sugu dɔw bɛ, yiriden sugu dɔw bɛ n'an b'a fɔ o ma ko champignon, olu fana bɛ falo yiriw la k'o yiriw dun. Donc pesticide de ye produit minnu dabɔlen don k'o fɛn ninnu bɛɛ faga. A yirala k'a fɔ ko nin y'a san 10 kɔ de, o produit dɔw de interdit la Faransi, a tɛ daga Faransi yan. Nka Faransi entreprise de b'u dilan bɛɛ ɲɛna ka t'u feere farafin jamanaw ma, jamana minnu na Mali b'o cɛla. Donc an da bɛna se o bɛɛ de ma bi ani an ka invité o. An bɛ mɔgɔ fɔlɔ min kunbɛn o ye Babaru Bokoum ye. Babaru, i ni wula. Aba nlwa. Somɔgɔw bɛ di? Ça va alhamdulillah. Aw yɛrɛ dun ça va? Ça va, an bɛ yan. An ka climat aw ta bɔ fɔlɔ. Oui, tout à fait. Voilà. Yan ta bina, tile bina ka ban o. Hein? Yan tile bina ka ban. Bi tile depuis kunu ni bi tile ba tɛ ka bɔ funteni b'a kɔrɔ mais vraiment soleil y'i dogo dɔɔni fɔlɔ. D'accord. En tout cas, on encourage tous les gens qui sont au Mali, qui vivent ce soleil-là et qui sont en train de faire le ramadan. Moi, fouillons beaucoup de courage. Merci. Docteur Bala Sissé, après tant d'absence, bienvenue sur RP Média dans ta propre maison. Bon, merci beaucoup, Elijah. Merci, Babarou Bokoum. Tout va bien. Merci. Voilà. Bon, Babarou Bokoum, il va dans M5 autorité morale Kumbei. Anibi, Assimi Goïta est le patriote imperturbable d'après Issa Gaoudim. On est autorité morale bien, autorité vénale, autorité matérielle, imperturbable patriote. Nous est Boukanyare, Boukainisu. Mamsou, donc déjà, comment entendez-vous faire? Comment entendez-vous? Elle est là à procéder. Ah, parce que Blue va tenir là. Faut la tenir là. Sandrine Georgien. Voilà. Très bien. Bonsoir, Bouka. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Babarou. Voilà. Bon, Babarou, il va revenir
en ce moment, la Côte d'Ivoire, Nama Fumako Tabouchiou. Oui. Voilà, Olouf n'a représentant Béa Toto Diaraïnissou. Non, tu n'entends rien du tout. Babarou Anuchou. Toto, Voilà, Toto, bonsoir. ça va? Ça va très bien. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien, à part que les dieux d'Obi, oui, Baramoro, ma quoi. Ah bon, ok. Ça fait plaisir. Voilà, okay, voilà, en tout bonsoir, cas, merci bonsoir. à tout le monde. Merci à tout le monde. On va rentrer dans le premier sujet. Je pense que Totoni Bougan de Lakanda Sayronma, mais comment follow Tengou Babarou Bokumla, Ismaël Ouagé, le ministre de la Réconciliation nationale. Aya for CNT là, qui fait office d'Assemblée nationale. En fait, à la déclaration par rapport à Farabogo, il a clairement mis fin à l'État, au caractère laïque du Mali, au caractère républicain du Mali, sous une standing ovation du Conseil national de transition. Et Babarou, je suppose qu'il y a eu une réaction humaine par rapport à ces propos de Ismaël Ouagé qui dit clairement qu'il y a un accord, qu'on a laissé la population signer un accord avec les djihadistes sous le parrainage du Haut Conseil islamique du Mali. Et quelle réaction humaine de Ola Babarou beaucoup. Bon, merci Elijah. Bonsoir à tout le monde. Mouye Ouagé ka kuma ye ani accord ko kuma ni ukani accord ko kuma. Moi, je vais au-delà de l'accord. Je vais loin plus que l'accord. Parce que il faudrait comprendre d'abord ni accord meilleur là. À chaque fois que tu entends parler d'accord, ameta bamanangana ou bien anga photo amba benyarami. Ama benyarami. Elijah ameta bamanangana ou bien amba benyarami. Aflabe. OK, d'accord. Parfait. Donc, maintenant, ni accord mais fait na. Il faut toujours comprendre qu'il y a, voilà, ni accord koukma mais kuma besi ka fokera kola, il va sur raison fondamentale de la fin de nananaï. A kundoye kodoye quoi. Il y a une raison à la base qui pousse les gens à aller vers l'accord. Maintenant, le problème, Mali, que ce soit Farabougou, on va au-delà de Farabougou aussi. Parce que la réalité, c'est quoi? Il y a un conflit au Mali. Ce conflit-là se pose spécifiquement sur des questions de redevabilité de l'État. En fait, la question est de savoir l'État malien même, c'est quel type d'État? Est-ce que c'est un État qui a été au service ou bien qui est toujours au service de ses citoyens? Ou bien c'est une organisation supranationale qui est installée sur le territoire et qui pille, qui fait ce qu'elle veut, qui s'organise et qui travaille pour pouvoir s'accomplir soi-même, mais contre son peuple. Bon, en la lecture là, en la base de lecture, ce qui fait que nous avons dit que pendant toutes ces années, c'est parce que le Mali ne dispose pas d'un État qui est redevable de ses citoyens. Ça, c'est le premier point. Et ce point-là, je vais le développer en quelques secondes pour démontrer à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la protection des personnes, la garantie des libertés individuelles et les droits de l'homme, l'État malien ne consentit aucun effort pour pouvoir les sauvegarder ou en tout cas pour améliorer la condition de vie des Maliens. Donc pendant toutes ces années, les gens sont restés dans les brousses. Ubuka Villa, où l'État est retenu. C'est-à-dire que l'État n'a jamais été présent dans ces zones en réalité. Ils n'ont jamais été présents que lorsqu'il s'agit d'aller prélever des impôts ou pour aller réprimer des gens. Mais dans la gestion des personnes, c'est-à-dire les infrastructures, les services sociaux de base, les hôpitaux, tout ce qui s'ensuit, l'État n'a jamais été là pour ces populations isolées. C'est ce qui explique l'ample mouvement, disons, l'exode rural vers les grandes villes à Bamako parce qu'on a délaissé ces zones. Maintenant, c'est dans cette circonstance que s'est installé des forces obscures qui sont venues en même temps qu'à nous installer Koukas, Charia, Sigi, population, pour essayer de les diriger par la force souvent et souvent à travers le dialogue. Donc, l'État étant aujourd'hui dans une situation inconfortable, se retrouve aujourd'hui entre deux feux. D'un côté, les populations qui ne veulent plus de cet État et de l'autre côté, les djihadistes également qui veulent en découdre avec cet État. Et entre parenthèses se retrouve ce peuple victime qui ne sait plus où se reposer, qui ne sait pas à qui se confier et qui ne sait même pas comment
se retrouver aujourd'hui pour pouvoir élaborer son vivre ensemble, comme ça a été le projet du Mali. Donc, au base de Konnana, les populations au niveau de Farabougou et ailleurs se sont assis pour essayer de voir comment ils peuvent trouver les moyens de survivre. Donc, le projet, que ce soit des lois, que ce soit les accords, tout ce qui a été élaboré, les gens ne cherchaient qu'un moyen de pouvoir survivre parce que l'État malien est le premier État qui est plus terroriste que les terroristes. Ça, c'est une vérité qu'il faut dire. Parce que pourquoi? Cet État-là, j'avais expliqué que 2013, vers les années 2003, quand les événements, avant même que ça commence, on arrêtait des Européens. Il y avait des Européens qui étaient arrêtés par-ci, par-là. Et on négociait pour les libérer. Et dans ces négociations, figurez-vous que votre État, le nôtre, a envoyé des représentants pour négocier cela et prendre des rançons souvent plus élevées que ce qui a été demandé par les terroristes. Le cas le plus frappant était celui de 2003, où il y avait 14 Européens, il y avait 9 Néerlandais et 9 Allemands, 4 Néerlandais et 1 Suisse, où ils ont négocié la rançon à 42 milliards à la communauté internationale et ils ont négocié avec les djihadistes à 10 milliards. Donc, ils ont gagné 32 milliards plus que ce qui a été demandé par les djihadistes. Donc, qui est djihadiste? Je pense que dans ce cas, on devrait se poser la question, qui est le terroriste, qui est le djihadiste? Parce que le djihadisme et le terrorisme, ce ne sont pas déterminés par les pratiques. C'est l'esprit qui est derrière. C'est le fait de terroriser les gens. C'est le fait de soumettre les gens derrière des obligations et même aller jusqu'à la violence. C'est ça l'extrémisme ou le djihadisme dans cette histoire. Donc l'État du Mali, pendant toutes ces années, ça a élaboré une politique qui va à l'encontre de ses propres citoyens. Et quand il y avait des problèmes de terre et des conflits de terre, quand ils ont fait la création des localités, des régions et tout ça, comme on appelle les communes, ils ont procédé à des spoliations de terres, ils ont mis des titres fonciers par-ci, par-là. Et il y avait une difficulté pour les éleveurs de pouvoir pâturer dans des zones. Donc cela a intensifié les conflits intracommunautaires. Et dans ces conflits, les juges et les magistrats, disons les magistrats, les policiers, les gendarmes qui sont dans ces zones en ont fait un fonds de commerce qui ont exacerbé ces luttes-là et ces contradictions pour pouvoir survivre avec, pour pouvoir avoir des restournes avec. Donc, on achetait, on vendait la justice, on vendait l'ordre et on vendait tout ce qui s'en suivait. Voilà le rôle de l'État centralement, d'une façon générale dans la zone. Donc, aujourd'hui, pendant des mois et des mois, la population de Farabougou était piégée. Alors, comment sortir de ce jeu? Ils ont trouvé un moyen qui puisse les permettre de survivre. Ça, c'est le premier aspect qu'il faut retourner. Maintenant, le deuxième aspect, le fait que l'État cautionne cela, démontre tout simplement que cet État n'a pas d'orientation, n'a pas de vision, n'a pas de crédibilité, n'a pas de contrat social et n'a pas une alternative à proposer aux Maliens pour faire la paix. Donc, moi, ce que j'ai vu, nous sommes sur le terrain, nous savons ce qui se passe. Nous avons rencontré ces gens-là et nous avons vu qu'il y avait un désir pour les uns et les autres de discuter et d'échanger et de trouver un moyen de pouvoir vivre ensemble. Mais malheureusement, ils ont en face d'eux un État aveugle, un État sourd et un État qui est incapable de se remettre en cause pour créer un nouvel type d'État. Parce qu'à Bamako, ça se manifeste. Moi, je te dis, Elijah, si vous venez à Bamako, le matin au soir, on rançonne les gens. Du matin au soir, les tribunaux sont remplis parce qu'il y a des spoliations, parce qu'on retire les terres des gens par la force et ça se règle avec de l'argent dans les tribunaux. Donc, les populations de Bamako sont également soumises à un ordre injuste ici, à une raquette permanente, à un désordre permanent et qui s'est installé dans la durée. Ce qui explique que les zones de guerre ne sont que, en fait, le prolongement de ce qui se passe à Bamako. Donc, si nous voulons régler le problème, je pense qu'on va au-delà de l'accord pour remettre en cause le type d'État que nous avons, que ce soit un État protecteur, un État juste, un État qui travaille sur la base de la justice sociale et de la redevabilité envers ses citoyens. Babarou, qui dit accord, dit chacun fait des concessions. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens de Farabougou peuvent obtenir finalement, ce qu'ils n'avaient pas avant? Qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir aujourd'hui avec les djihadistes, avec qui ils ont fait un accord? Tu sais, en discutant avec les gens sur le terrain, on fait des auditions. Quand je le dis, les autres partis sont un peu jaloux. Au sein du parti Sadi,
Il y a une méthode de gestion qui a été élaborée depuis des années. On fait permanemment des auditions, comme à l'Assemblée nationale. Donc, les populations viennent, n'importe qui vient des groupes, des régions, des cercles, on les écoute. On écoute pour être auprès des préoccupations essentielles de ces gens-là. Donc, nous avons compris que la première préoccupation des citoyens à l'intérieur du Mali, et précisément au centre, c'est de se débarrasser de l'État malien. Ça, c'est très grave. C'est-à-dire que la première des choses, le premier réflexe qu'ils ont, c'est comment échapper entre les mains du juge, comment échapper entre les mains du garde, du gendarme et des services de l'État. Ça, c'est un aspect qui est important. Donc, dans ce cas-là, les populations se retrouvant dans cette situation sont capables d'aller même à faire des accords qui vont à l'encontre de leur liberté, qui vont à l'encontre de leur mode de vie, de ce qu'ils devraient choisir normalement. Mais comme le choix, le choix de tout un chacun est garanti par une république, est garanti par cette république. Parce que si le choix n'est pas garanti par l'État, eh bien, ce sont les rapports de force qui vont garantir ou imposer les choix aux uns et aux autres. Donc, moi, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que la population de Farabougou avait-elle le choix de choisir ou le choix de pouvoir discuter en profondeur les accords pour pouvoir s'auto-octroyer des libertés et des cadres qui les permettent d'évoluer? Je ne suis pas sûr, je n'en suis pas sûr. Donc, je pense que tout simplement, c'est des zones qui ont été abandonnées, des gens qui sont dans le désespoir et des gens qui, aujourd'hui, ne savent même pas de quoi serait fait demain. Donc, ces femmes et ces hommes-là trouvent juste le moyen. Si c'est l'État que les djihadistes pourchassent, eh bien, eux, ils disent, bon, entendons-nous contre l'État. C'est ce que moi, j'ai entendu dans les différentes rencontres que j'ai effectuées au sein du parti. Et ils ont tous dit, la première des choses pour eux, comme quand on nous attaque, on appelle l'État, l'État ne vient pas. Quand on donne des informations, ils viennent enlever les citoyens, l'État ne vient pas. Ok. Bon, on a perdu. Bouka, je me dirige vers toi. Le 4 mai, on a reçu, on a découvert la lettre ouverte aux Maliens et aux autorités de la transition vers un collectif qui s'appelle Vers une communauté de l'espoir. Et dans cette lettre ouverte, on va pas tout lire. Dans cette lettre ouverte, eux, ils énumèrent les points les plus importants de l'accord entre les populations civiles et les djihadistes à Farabougou. Le port obligatoire du voile, l'interdiction de la célébration des fêtes traditionnelles et l'application de la charia. Et donc, on en a déjà parlé ici, mais la question que je veux te poser ici, Farabougou, finalement, c'est un cas d'école. Farabougou, c'est, comment dire ça, c'est la tête de gondole. Mais Farabougou, on est qu'à mal là. Donc, est-ce qu'à Ismaël Ouagé a fait un accord? Est-ce que finalement, c'est un accord? Est-ce qu'ils avaient le choix? Accorder, voilà, tu as un peu quand même le choix puisque tu fais des concessions, l'autre fait des concessions. On sait que les djihadistes ne font pas de concessions. Et donc, finalement, est-ce qu'un accord trop, c'est un abus? Il faut plutôt l'appeler un abandon officiel de l'État du Mali, d'une partie du Mali. C'est ça. Bouka. C'est ça. Ok. Merci beaucoup, Elijah. La question, elle est très importante. Parce que Farabouka, comme il y a photo, Farabouka, c'est parmi tant d'autres. Hein. Parce que djihadistes, oui, qui ont une dame à maintenant. Bon, comment la mettre de lui à fond, djihadistes qui l'ont bon, il y a déjà terminé, marfati, fin de malabi. Ou bien, il y a une ou bien, bimorokan, qu'a faut vous sécuriser, ou bien, bien cool. Donc, pour répondre rapidement à ta question, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'un accord? Accord, c'est-à-dire partie fla, benakola, ou a signé. Donc, c'est ce qui a été, bon, ça a été, le contraire a été fait à Farabougou. Parce que les négociations, si tu les écoutes bien, ils disaient que, au fait, des gens, c'était des terroristes. Parce que les négociateurs allaient voir les terroristes. Mais, où en fait, si tu veux, ils n'ont pas mis en face à face, c'est-à-dire que, villageois, mais oui, et, dans l'État, démarrant tarata, négociation, ok. Mais le village n'a pas été consulté. Donc maintenant, après, ce qui m'étonne dans l'histoire, le ministre se permet aujourd'hui qu'à Foko, c'est un accord. Donc ça veut dire que ça a été officialisé. Et en plus, il dit qu'il cautionne ce genre d'accord parce que ça garantit la sécurité des populations. Mais ce qu'il ne dit pas, aujourd'hui, cet accord a été fait aujourd'hui sur donc, c'est-à-dire que terrorisme,
u ye kuma dɔ de fɔ mun kan ka kɛ olu ka hakɛ ye min ye mais après farabugukaw u m'u ka mot sɔrɔ k'a di c'est-à-dire toutes ces parties là i bɔra ka partie fɛn fɛn citer ça a été fait sur la demande des terroristes bon des djihadistes quelque sorte bon ce qui est encore plus important dans l'histoire voilà ce qui est encore plus important dans l'histoire est que mun djihadistes mun bɛ farabugu zone na il faut savoir où bɔra min kana tu vois donc sûr et certain ce ne sont pas des gens moun farabugaw yɛrɛ c'est-à-dire c'est des gens qui sont venus d'ailleurs donc qu'est-ce qu'ils ont fait première chose u ye territoire dɔ de déterminer k'a fɔ qu'o territoire à partir de là charia application bɛ daminɛ donc ça veut dire que ils ont ciblé un territoire au territoire o yɔrɔ ta ye mais dans la zone de Farabougou et accord tɛ Farabougou donc concerné c'est toute la zone fɛn fɛn bɛ yen ka dogo firini a tɔ ninnu c'est-à-dire accord in b'o bɛɛ de couverture kɛ mais quand on regarde ce cas-là il y a des questions à se poser par rapport même à la responsabilité de l'État donc finalement Ismaël Ouagé kuma min fɔ en même temps cet accord donne raison aux villageois qui se plaignent que k'u ma protéger État fɛ c'est quand on va au fond du centre mɔgɔw bɔra ka kumaw ka kan gouvernement yɛrɛ bɔra ka démenti ko parce que u bɛ galon tigɛ ko sɔrɔsiw bɛ yen nɔ tu vois donc Farabougou par rapport à Bandiagara n y'a jateminɛ Farabougou c'est plus proche de Bamako du pouvoir par rapport à Bandiagara ani dugu wɛrɛw bɛ Bandiagara b'o kɔnɔ nɔ donc ça fait longtemps les gens se plaignaient maintenant les gens se plaignaient k'a fɔ ou abandonnera maintenant juste ani militaires mana ou yɔrɔ la permanemment au moins ou militaires tɛmɛtɔ k'u b'u hakili sigi donc effectivement au fait il y a beaucoup de villages aujourd'hui dans cette situation mais finalement an ye tɛgɛ da kan parce que l'État ne veut pas démontrer que k'a dɛsɛra en même temps cet État dit que maintenant on va la sécurité garantie en même temps on va accord signer avec des gens qui quand même met en cause la liberté des gens. C'est ça la réalité du Mali aujourd'hui. Il y a plusieurs accords qui sont signés aujourd'hui et on a donné la faveur dit Marfa Tourouma. Bon, ce qui se passe, c'est-à-dire que il y a qui taille bien Marfa Bibolo, donc il amène nos bi ne djihadistes. C'est Ousmane Ouagé comment on dira. Donc ni djihadistes était la même. Donc c'est ce qui se passe. Maintenant, pour finir très rapidement, je dis encore, quand même, c'est très enfantin qu'a fait un ministre contre qu'a fait Minkera Farabougou, c'est un accord. Ce n'est pas un accord, tu vois. Ce n'est pas un accord. C'est ça le véritable problème. C'est comme si elle allait certifier accord d'eau. Mais quelle est la position des gens de Farabougou, tu vois. Bon, pour Gabo, comment on et Agne Buntika Kaye 600 et rechercher Minkera. Donc maintenant, au numéro ko État Mali État RR. On va essayer qu'à faut couper mon damu bunti kumaka. Donc effectivement, bon, je ne sais pas sur effectivement, ça peut être la même chose à Farabougou. Les gens de Farabougou ne sont pas d'accord, mais on va les obliger d'être d'accord avec ce qui a été signé avec les terroristes. Voilà, comme Village Chamanta Gratoumna, Elija. Merci Bouka. Toto Diara. Voilà, on parle là d'un accord avec des djihadistes. Et personne ne veut être en face des djihadistes. Ça veut dire que n'a la sinikib n'a fait comme les djihadistes ou béité son attaque. Donc, au Conseil islamique du Mali, blala kata ko parrainé. Est-ce que selon toi, c'est pour faire passer la pilule djihadiste de cet accord-là, le caractère djihadiste de cet accord-là entre des terroristes et la population? Est-ce que c'est la raison pour laquelle on a amené le Haut Conseil islamique à Tamro Kongolo Salo? Bah, écoute, bonsoir à tout le monde. Bon, Bougani Babarou et Koumam font en fait accord et Mokoflan Nyoncheo, mais on a tendance à comprendre que à imposer la Farabougou Kouni. En fait, pour que Chézi Kaboui à 4 mais ne t'aide au fait qu'on ne veut mina. Comment est-ce que Jamana Nankokani Jamana est Ameseka tout, Dougou devait se accord que Adama accord que Kadougou Jamana Tortui. M'entends famille en fait. Nyono Kaoubé. Farabougou Kaoubé, le centre, en fait, centre B. Faut y demander d'abord, mais on a tout Farabougou ni Olu Benala do Olu Take. Ni Nyono Kanuta Benala ou Nabutake. Donc, accord Jolé Benake Mali, Mali Jamana Jolé. C'est là la bêtise. Bougaya Foukou a cautionné. Moi, j'ai entendu ça. ODA pour le maire, il a officialisé avec Foukou en tant que ministre qu'il a cautionné. Comment tu peux cautionner ça? On encourage ce genre d'accord. Non, c'est pas possible. Et pire encore, qu'on famille mbe qu'on avait fait grâce à la ticket féminin n'avait fait charia à bâtir n'avait fait justice là-bas on va où là
Heureusement, pétition Mounoubé, hein, je le salue d'ailleurs, parce que voilà, c'est à encourager. Naba a signé pour qu'il ne fasse plus jamais ce genre de choses à Hakem Ali Kono. En tout cas, de façon, jamana jamana kele ou jamana nga claque la beratika fan. Non, mais c'est rien platé jamana kono. C'est la solution de pays. Après ça, il faut faire beaucoup c'est ça. Bah oui. Mais il y a comment faire un cas, mais bon. Mais en fait, Babarou ya dama à niveau de là. Ma madame Nebi. C'est que vous y avez exactement en 2015. Nous, là où là, groupe d'autodéfense ou créé là, on est en accord de flénie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le responsable du groupe d'autodéfense, Théodore Soumounou, donc, au état de Mignon, il a été assassiné. En représailles, Dana Ambasagou, au Kriara, au Koson. L'État n'a rien fait. Ils ont vu quand, au moment où ils pouvaient les écraser, ils n'ont rien fait. Ils ont laissé faire, croyant que peut-être que ça allait peser la balance avec un équilibré. Sauf que ça s'est perverti après. Ça s'est perverti. Donc, au moment où ils sont tirés, c'est la même chose. Hein? Accord signé. Et quand ça va être perverti, avec ta cambe broda. Non, ça va pas. C'est pas bon. Et je vais finir là-dessus. C'est que Parabogo Dronte, Parabogo Mali Berido, ni Bamako ni Ali Bamako Reke, même Bamako, ni Wari de Bolivie Saouke. Sinon, Mali ini fanga nyeka danyon ka we kungo de ni kungo bi dala ini fanga de benyoy. En fait, nous benu i ka fin tranquille quoi. Impôt ou bien fin. So, do erebe ko kala kini fama o kishinyoma. Mal la o de do we qui. Comment tu peux imaginer ça? Do ye o ede. Kola kini fama o kishinyoma. Kola ke fa ala ka fama o nye sika ima. Mais ça, on en arrive là. Moi, quand quelqu'un qui est, il demeure pour dire que tu appartiens à un pays, ou bien pour qu'il y ait une autre canadienne. Donc, il faut beaucoup de temps. Voilà, mais chaque Malien fait ça. Parce que nous sommes là, alors qu'ils sont censés te protéger. Donc, au missionnaire de Moroba, famille, voilà, on n'est pas dans un état. Il faut croire à la refondation de Kera. Mais Moroba, nous n'avons pas là-bas. Ils ne sont pas la quête principale pour pouvoir faire la refondation. Ce n'est pas possible. Ils n'ont ni la vision de le faire, ils n'ont ni le temps de le faire, et encore moins l'envie. Voilà. Merci, merci Toto. Baladjara, tu es le seul constitutionnaliste parmi nous. Est-ce qu'on peut évoquer un peu là quand nous faisons le fait que... Voilà, bon, avec maintenant, il y a des Jara génétiquement modifiés. Il va falloir travailler dans Dambelo. Donc, voilà. Soit il y Jara. Justement, en voilà, quand nous faisons Babarou, Bouka, Toto, est-ce qu'on peut évoquer la haute trahison de la part de l'État du Mali, l'État actuel? Bon. Toto, Bougao, Barou, BFF, je suis 200% d'accord avec eux. Moi, je pense que haute trahison de l'État, comment il faut qu'en fait, moi, j'ai parlé l'effacement de l'État. L'État s'efface au Mali. Moi, je vais aller dans les cas, l'État s'efface, est arrêté. Ne l'a fois un go, digi, n'a arrêté. Il m'a fait moi. Donc, l'accord là, en fait, les problèmes qui se posent, Elia, c'est pas une question, c'est pire que haute trahison. L'État a le monopole de la violence légitime. Si l'État, comme Tota en fait, on a créé beaucoup de jurisprudence. Pourquoi? Monde est en blanc. Parce que au Mali, on manque des hommes de vision. Et ni Barou Kakumalame, ni Toto Kakumalame, ni Bouga Kakumalame. Fin de réveil, le modèle État qu'on a créé aujourd'hui a échoué. Il faut faire une conférence nationale souveraine. La 4e République, depuis 2012, j'ai plaidé. 2012, année terrain. J'ai écrit en 2018 qu'il y aura un coup d'État au Mali en 2020. J'ai dit aujourd'hui, il y aura un coup d'État au Mali en 2023 ou 2024. Il va savoir blague. Faut toi là. Donc, parce que mon ni accord l'a dit. Moi, j'ai 3 questions dans l'accord. Mais il y a des réponses. Dans tant juriste, je ne connais même pas de réponses. Je n'ai pas de réponse. Quelle est la durée de l'accord? Quel est le contenu de l'accord? Et qui ont signé l'accord?
Et quand l'accord va être publié, est-ce que l'accord devrait être publié dans un journal officiel que le ministre a cautionné? Je ne sais pas. Voici mes questions, Elijah. Je n'ai pas de réponse. Très bien. Donc, en même temps, avant que je termine, il y a quelque chose quand même qu'au niveau de l'accord, la validité. Bon, moi, je parle en tant que juriste. Je ne parle pas en tant que citoyen seulement. Je parle en tant que juriste. Est-ce que la force, à la présence de la contrainte ou de la force, est-ce qu'il est possible de parler du droit? Lorsqu'il y a la force, il n'y a pas de droit. Donc, il faut chercher la notion d'accord là. Moi, ça me dérange. En tant que juriste, ça me dérange. Il ne faut pas parler d'accord ici. Oui. Voilà, moi, j'ai une question à te poser. Attends, avant que je termine. Il y a une autre question. Et on essaie d'aller vite hein, parce qu'il nous reste 24 minutes. Les gars, juste 30 secondes. On a une autre question aussi. C'est la question des rapports entre la charia, la République, les libertés, l'État. Quel est le rapport entre ces cinq? Quel est ces rapports? L'État républicain, la laïcité, la charia, est-ce qu'il peut concilier ensemble? Est-ce qu'il peut se marier? Est-ce qu'il peut se cohabiter? C'est ça le vrai débat au Mali qu'on devrait se poser aujourd'hui, entre nous les juristes. C'est ça que moi j'attends, les juristes maliens qui font débat sur ça. Merci. Bouka, pose ta question rapidement. Il faut qu'on avance parce qu'il y a deux autres thèmes. Ok, ça va être simple. Aujourd'hui, parce que un représentant de l'État, c'est l'État. Mais jusqu'à quel niveau l'État peut appeler un document accord? Est-ce que légalement, aujourd'hui, Mali on a Ismaël Ouagé nommé parce qu'il y a fait un accord en Bétro là. Parce que c'est un représentant de l'État. Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est au Mali, aux commandes de l'État. Il représente l'État comme il a fait. Mais pour le moment, c'est pourquoi je t'avais posé la question. Qui a signé l'accord? Qui et qui ils ont signé l'accord? Et qui a donné l'accord? Moi, il faut pas parler ça de l'accord. Soit l'État malien est complice de cet accord, ou soit l'État malien a cautionné, je ne sais pas. Mais là où je pense aujourd'hui, il y a une partie de la République du Mali qui n'est plus une république laïque, qui est une république religieuse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une partie de l'État malien a abandonné, je ne sais pas sous la main. Donc aujourd'hui, ces personnes, pour répondre, pour être simple, Bouga, il y a question à répondre au moyen. Accord. Est-ce que, en réalité, c'est-à-dire que l'accord est signé entre trois personnes, les djihadistes, l'État malien et la population de Farabougou. C'est-à-dire que l'État malien même est parti de l'accord. Si on va appeler un accord, c'est-à-dire que l'accord est tripartite. Si tel est le cas, donc dans l'histoire du Mali, on verra que le Mali, pour la première fois dans l'histoire du Mali, avant ça, il y a d'autres jurisprudences qu'aujourd'hui au Mali, le Mali est prêt à s'effacer en face de la force. On reviendra sur cet aspect-là, mais il faut qu'on avance. Je voulais poser une dernière question à Babarou concernant Farabougou. On est en train d'appliquer l'accord d'Alger qui est dit accord pour la paix et accord de paix avec une célérité jamais observée au Mali. Et le but, c'est d'avoir la paix, l'accord d'Alger. Pendant qu'on est en train d'appliquer l'accord d'Alger au pas de course, on est en train d'encourager des deals qu'on appelle des accords entre des djihadistes que l'accord de paix, l'accord d'Alger est censé combattre. Et donc, on est en train de signer des accords avec les djihadistes, entre les djihadistes et la population. Donc, Babarou, j'ai envie de te demander rapidement, on ne va pas s'étaler là-dessus, quel est le projet des autorités de la transition? Bon, Ah, on t'entend plus. Allô, vous m'entendez? Oui. Dès lors que vous dites un accord entre les djihadistes, d'une part, et la population, d'autre part, et l'État, c'est qu'il y a un problème. Parce que l'État était censé être celui qui parle au nom des populations. Donc, depuis là-bas, vous devrez comprendre qu'il y a rupture dans un premier temps. Parce que tripartite, ça, c'est lorsqu'on parle d'un autre pays, lorsqu'on parle de conflit communautaire, même là, l'État doit arbitrer et doit être impartial, mais sur base de justice et de la loi qui régissent, les lois qui régissent le pays. Donc, tel n'a pas été le cas. Ça veut dire quoi? Que l'État est devenu une force coercitive qui n'a absolument rien à voir avec tout ça, qui vient, qui regarde et puis qui dit Nao Benamunga quoi. Nimumbe Semuna quoi. Au cas keti. Donc, c'est ça l'esprit de la chose. Donc, moi, je voudrais juste dire à Bala, à Cissé, qu'en réalité, il ne faut pas chercher une forme juridique là-dedans parce que le droit n'est autre que la traduction des rapports de force. Et donc, le droit que vous recherchez là, c'est ce qui a été traduit là-bas, mais sur la base des rapports de force. Donc, moi, je suis un homme politique et nous sommes dans un parti politique, nous nous battons justement pour avoir le pouvoir dans le but de changer
la conception que nous avons, que les gens ont de l'État, pour le rendre meilleur, un État juste. Et c'est à partir de là que je le dis, sans arrière-pensée, que tous ces accords-là, que ce soit des accords d'Alger, quel qu'en soit le type d'accord qui a été fixé aujourd'hui, qui n'a pas les bases saines d'une justice, qui ne respecte pas les fondements de notre République, eh bien nous, quand nous aurons en tout cas la possibilité de décider, nous allons mettre à plat. Nous allons le mettre à plat parce qu'il est inconcevable qu'on puisse laisser la population de Farabougou se débrouiller toute seule. Donc si elle se débrouille toute seule aujourd'hui, elle le fait pour pouvoir survivre. Et ça, c'est tout à fait légitime. Maintenant, l'État dans tout ça, c'est cet État-là aujourd'hui que nous devrons faire en sorte de se retrouver, les forces vives, les forces patriotiques, pour reprendre cet État-là et de le façonner aux besoins du peuple malien. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas, nous, on n'est plus dans les périodes de se scandaliser, de dénoncer, de faire des discours. Nous sommes aujourd'hui sur une nouvelle dynamique qui est d'agir pour prendre le pouvoir et de l'orienter autrement. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Merci. Donc l'histoire de Farabougou, c'est un cas parmi tant d'autres. C'est un cas qui démontre seulement au niveau de Farabougou, ce sont les djihadistes qui ont inféodé les populations, qui sont en train de soumettre les populations. Mais quand vous revenez à Bamako, c'est l'État qui est en train de soumettre les populations sous le joug de la corruption, de la gabégie, du détournement de fonds et de la liquidation des services publics et puis tout ce qui s'ensuit. Tu vas revenir, je suis sûr, j'ai vu les thématiques que tu veux développer aujourd'hui et tout cela va réconforter davantage ce que je suis en train de dire, que c'est un État voyou qui nous gouverne, un État qui n'a aucun souci du bien-être de son peuple, qui est là aujourd'hui, qui a été conçu et qui est réparti sous plusieurs formes d'organisation, de l'école à la santé, de la santé à la sécurité, de la sécurité à la justice. C'est un ensemble de structures opaques qui gèrent le pays et qui est presque un groupe vraiment qui n'ont aucun sens de l'éthique, si je peux me permettre. Merci Babarou Bokoum. Quand je pense que nous sommes dirigés aujourd'hui par des militaires et que ces militaires-là se couchent à plat ventre face aux djihadistes, la suite doit faire peur. On va suivre une petite page de pub et on revient pour conclure avec les deux autres thèmes qui vont prendre moins de temps que Farabougou. Merci à tous les quatre et merci aux spectateurs de rester connectés avec nous. Et donc, on va parler des insecticides. Il faut comprendre les insecticides, c'est le nom générique qui est donné, qui forment l'ensemble des insecticides. Comme son nom l'indique, hein, les insecticides, en fait, ce sont des produits phytosanitaires. Qui dit phytosanitaire parle de produits à base de plantes. Et donc, le but, c'est de détruire les insectes qui s'attaquent aux cultures ou même aux fleurs hein, qu'on peut mettre dans son jardin. Il y a aussi les fongicides, et ça concerne les champignons qui poussent sur les plantes pour les attaquer, pour les ronger. Il y a les herbicides, ça ce sont les végétaux qu'on n'a pas envie en fait sur un terrain. Et les parasiticides, donc ça ce sont les parasites qui s'attaquent aux plantes. Et donc, il y a un énorme scandale hein, qui a été révélé par un journaliste qui travaille au journal Le Monde, qui s'appelle Stéphane Mandar. Et donc, il révèle l'intense lobbying des industriels de la base jusqu'au sommet en France. Ça veut dire que même Emmanuel Macron est au courant. Qu'est-ce qui se passe? Depuis plus d'une décennie, il y a des pesticides qui sont interdits sur le sol européen. Et les industriels qui sont sur ce sol européen, qui ne peuvent pas commercialiser ces produits-là aux Français, aux Espagnols, aux Anglais, aux Allemands, continuent de les produire normalement. Si c'est interdit, on devrait arrêter la production. Ils continuent de les produire, et ça, tout le monde le sait, jusqu'à Emmanuel Macron, et ils les vendent aux pays du Sud ou à l'Europe de l'Est.
Ça aussi, on le sait, de là-bas jusqu'à Emmanuel Macron. Et parmi les pays du Sud qui sont cités, parmi ceux qui sont clients de ces pesticides, il y a le Mali. Et d'où notre intérêt pour ce débat-là. Et donc, la première personne que j'ai envie d'interroger sur cette thématique-là, c'est Boukaniare. Aujourd'hui, là, on vient de parler de djihadisme, on vient de parler de notre État qui est quasi absent. Aujourd'hui, quelle devrait être la conduite de nos agriculteurs ou des confédérations qui régissent nos agriculteurs pour prévenir l'entrée de ces pesticides sur notre territoire et empoisonner nos sols? Ok, merci Elijah. Du coup, en fait, il y en a assez agriculteurs. Il faut parler un peu de la chaîne de production de ces produits-là. Avec des gammes qui est bien honoré. Bon, nous avons dit 600. Les produits les plus cités, c'est glyphosate par cas de citer le Kosovo. Donc, nous, au d'un produit nous fait, c'est des produits herbicides, en fait. Au lieu de binforalan, il faut pas en avoir tout binforalan. Au binforalan nous fait, on utilise nos en fait Kosovo. Bon, si tu regardes les études du CNRS là-dessus, produits non utilisation, c'est notamment utilisé dans les zones d'agriculture. Mon mais c'est ok. Au lieu de utiliser Kosovo. Donc, même littéralement, Bruxelles, ce n'est d'autres, mots Sénégal du Kassou, bon, n'est allé faire pour que rendement tel. Bon, nous, en fait, il y a des circuits de distribution de ces produits-là. Au circuit de distribution, il y a la voie légale et la voie illicite. Bon, voie légale, c'est des coopératives qu'on voit. Coopératives ou le B, produit nous fait regarder. Bon, après, il y a la voie illicite. Bon, voie illicite, nous faisons, on donne produit. Bon, voie illicite, nous, bon, on ne peut pas parler de ça aujourd'hui, mais moi, je parle notamment de la voie légale. Il y a glyphosate à Jatemene, en Paraka, au Jatemene, on utilise à fréquence d'utilisation malabi. C'est énorme dans les villages, hein. Mais tout récemment, en 2019, Francis Doron, et il y a eu plus de 1555 plaintes contre les fabricants de glyphosate et le Paraka. Donc, aux plaintes où déposera, parce que ça a quand même causé beaucoup de malaise auprès des paysans, Mounba utilisé. Donc maintenant, ces deux produits ont été classifiés par l'Organisation mondiale de la santé comme des produits cancérogènes. Ça avait cancer là, c'est Moroma. Ainsi de suite. Mais quand tu regardes même l'étude du CNRS, ça avait Banasoko Mbala. Donc, et tu regardes enfin Bibina. Donc, au Bana, on retrouve ces maladies-là très généralement. Donc, au Bana, au lieu du main, ça avait Nyanami Bana. Nyanami Bana Bla Morola. C'est-à-dire, ni, comment dirais-je, Dormna fo Bamana na Tormna. Et comment, qu'on le dimingelen, nous, quoi, au Bla Morola. Et en plus, il y a plein de séquelles sur la santé, même sur le développement du corps humain. Il y a plein de choses citées là dedans. Donc maintenant, nous, chez nous, on amène ces produits. Aux produits, nous, il n'y a pas de sensibilisation pour l'utilisation de ces produits. Donc en même temps, et les gens qui l'utilisent, et en général, c'est des gens qui n'ont pas un niveau d'alphabétisation élevé, pour ne pas dire que Adobe ou T7, tu vois. Donc, un produit, on va utiliser sans expliquer ce qui se cache derrière. Même, tu vois, dans les villages, à un certain niveau, d'autres produits nous utiliser, Kasumu protégé. Gantou, là, masque tout là, mais on va utiliser comme ça. Mais il y a deux éléments quand même dans les études, donc qui démontrent que même en Europe aujourd'hui, bien vrai qu'il y a des moyens de protection qui existent, mais en fait, ces moyens de protection ne couvrent pas la protection à hauteur de 15%. À plus forte raison, de chez nous, quand tu vas là-bas, les gens ne sont pas protégés. Ça veut dire qu'on est ouvert à 100% du problème. Donc voilà, c'est ça le gros souci. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même il y a certains de ces produits qui sont subventionnés par l'État. Parce que, pourquoi par l'État? Ça veut dire que là, ces produits sont utilisés dans l'agriculture, en général, dans l'agriculture industrielle. Donc, agriculture industrielle, on fait Afrique, c'est-à-dire que Nitra Malassan, dans le domaine de la coton culture, voilà, du coton. Donc, utiliser un Kosovo. Bon, les protections ne sont pas au niveau.
Quand tu vas par exemple, dans certaines zones agricoles en France ici, il t'a sur le fait notamment robotisé. Mais par contre, encore plus, même si tu n'utilises pas le produit, après avoir utilisé l'Itramana là, donc ça va te causer des problèmes. C'est des produits cancérogènes. Maintenant, aujourd'hui, nous, on est ouvert à ça. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est la façon dont ces produits sont distribués. Il n'y a pas de contrôle. Pour finir très rapidement, on a vu le cas de la pharmacie populaire ici. On a vu que tous les processus de contrôle des médicaments au frère ne sont pas faits à la norme, ne sont pas faits à la norme. C'est le vérificateur qui l'a dit dans son rapport. Le processus, moi, on a contrôlé. Donc, sans Savarona, là, ils se sont présentés 2 fois. Tu vois, à plus forte raison, des produits qui passent comme ça et qui ne sont pas régis par un système de contrôle, à sensibilisation qui est produit, mais utilisé tout là. Donc, on est à cet état-là. Je pense qu'aujourd'hui, parce que tout simplement, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on utilise. On ne sait même pas c'est quoi l'inconvénient sur le plan sanitaire de ces produits. Les gens boivent beaucoup. Mais par contre, les conséquences qui sont derrière, on n'est pas sensibilisé là-dessus. Parce qu'à un moment donné, pour une maîtrise de Rome, c'est des gens vraiment qui, voilà, mais aujourd'hui, l'état de Rome, c'est ça. Merci beaucoup. Et Babarou, est-ce que c'est l'APCAM qu'on devrait, je pense que là, la chaîne, elle est grande, hein, mais est-ce que ce n'est pas par l'APCAM qu'on devrait faire entrer la sensibilisation par rapport au refus de ces produits-là? Bon, encore, on va revenir au sujet de manière globale. C'est-à-dire que produits chimiques, sur le domaine de l'agriculture, produits pharmaceutiques, les produits alimentaires, tout ce qu'on mange, c'est-à-dire tout ce qui constitue même la protection de l'environnement et tout cela, je te dis que tout dépend du type d'État que tu disposes. Tu vois, aujourd'hui, tu vas sensibiliser au niveau de l'APCAM. La sensibilisation n'aura servi à rien s'il n'y a pas l'instrument répressif pour arriver, parce qu'il y a des phases dans la gestion étatique. Dans la gestion étatique, on obéit rigoureusement à des phases d'information, de sensibilisation et de répression. Est-ce que tu vois? Donc, le cas malien, c'est que quand il s'agit de sensibiliser, ils sont champions. Ils font appel au fonds international et à des investisseurs. Ils prennent des milliards et des milliards qu'ils détournent pour dire on va faire des publicités ici, des campagnes ici, des trucs ici, par-ci, par-là. En réalité, c'est pour bouffer de l'argent. Mais derrière, si la personne, après la sensibilisation, et qu'il y a des gens, malgré la sensibilisation, parce qu'on sensibilise des gens qui ne sont pas informés, des gens qui sont victimes de la chose sans savoir que ce qu'ils sont en train d'utiliser est nocif à leur propre santé, est contraire, c'est-à-dire est un élément qui peut les détruire eux-mêmes. Bon, lorsque tu arrives à un niveau, celui qui vend cela, celui qui travaille dans la chaîne de distribution, et lui, il a connaissance de la chose, il sait ce que c'est, mais malgré tout, il le vend. Donc, cette personne-là ne mérite que l'instrument répressif. Et c'est ce qui a fait défaut au Mali, et c'est ce qui fait défaut à tous les niveaux de la gestion de l'État malien, que ce soit au niveau du budget jusqu'au plus petit détail. Il n'y a aucun point sur lequel tu peux dire aujourd'hui que l'État malien dispose de contrôle total. Il y a les cigarettes, il y a beaucoup de choses, il y a l'alcool frélaté qui détruisent la vie des gens aujourd'hui. Et le Mali est devenu une zone une plaque tournante, c'est-à-dire, comme on appelle, une zone internationale de trafic de drogue, aujourd'hui, qu'il faut aussi dire qu'il est aujourd'hui un des plus gros vendeurs de drogue du monde, disons de passage de drogue au monde, c'est l'État du Mali, c'est-à-dire le territoire malien. Donc, voilà un ensemble de situations qui fait que ce soit l'affaire de coton, des engrais, que ce soit l'alimentaire, que ce soit tous ces cadres-là obéissent à une organisation étatique. Et c'est ce qui manque, c'est ce qui fait défaut au Mali. Et c'est ce que nous devrions faire pour arriver à ce niveau en Mobarad là, parce que nous avons compris finalement qu'il y a un dysfonctionnement généralisé de l'État et que pour pouvoir régler cela, il faut forcément disposer de l'instrument de l'État pour l'orienter autrement. Merci. Donc, on n'est qu'à explication et aller là-bas.
Merci Babarou. Toto, rapidement, est-ce que là on peut parler de djihadisme de l'État sur les agriculteurs et finalement de tous les Maliens, puisque ce sont les agriculteurs qui nous nourrissent. Et donc, s'il y a djihadisme sur l'activité des agriculteurs, finalement, il y a djihadisme sur tous les Maliens qui se nourrissent au Mali. Il y a une minute, n'oublie pas, il y a les mines également. Tu vois la pollution des nappes phréatiques à travers les produits qu'ils utilisent pour l'extraction de l'or et tout ça qui n'est pas réglementé. On en a parlé ici. On a notre reporter qui est parti jusqu'à Kenyeba là-bas. On en a parlé ici. Toto, tu as saisi ma question. Oui, j'ai saisi la question. Bon, en fait, Babarou, il y a mais voilà, je vais juste qu'à son dit là, rapidement. Donc, je vais pas être long là-dessus. C'est qu'en fait, c'est pas aux agriculteurs de s'organiser. C'est pas aux citoyens de s'organiser. C'est à l'État de prendre la défense. Donc, en mot, descendons quand population lakana, diadou contre la romina. Ou enfin, descendons population lakana alanga dunda nanga sorofen sera fait autour là parce qu'en fait l'État doit mettre des mécanismes de contrôle sur place et puis dans le cas du Mali c'est tellement facile, on est un pays enclavé, donc tout ce qui rentre, n'importe quel truc, que ce soit des produits consommables ou des produits vaisselle, enfin, même ça peut être le plus banal possible, hein, d'accord, à quand on a contrôlé Nasro. Donc il y a oui je t'entendais plus, d'accord, donc en fait je disais que État quand un mécanisme de blanc pour qu'il contrôle. Donc il y a affaire, c'est qu'à donner. Donc douane a quand a depuis douane. Donc pour ne pas permettre donc mouma c'est qu'à trafic donc maintenant Babarou a fait niveau maintenant et répression des dessins au niveau là. Mais on doit bloquer et comme on doit mettre des organismes sur place qui contrôlent tout ça. Ce qu'on a dit Bamako, mais ce qu'on a moto sans faire et les gens en marchant ils tombent avec Bingasa, la fatalité quoi à la Dakar. Le dessin de personnes de mourir en marchant, c'est pas possible. Imagine n'importe quoi, on fait n'importe quoi et on veut vivre comme tout le monde, c'est pas possible. Donc on fait tout très peu et on veut vivre comme les autres. Donc ça peut pas aller. Il faut tout reconstruire dans ces pays-là, ça va pas. Très bien. On va basculer sur le dernier thème et la première personne à qui je veux m'adresser, c'est Bala. Le 3 mai 2021, donc à travers un courrier adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 1 de Bamako. Donc, les présidents du syndicat autonome de la magistrature SAM et du syndicat libre de la magistrature Silima, ils ont porté plainte contre M. Kassim Tapo, avocat au barreau du Mali, pour des propos tenus dans une vidéo. Voilà, donc sur la question dite déstabilisation des institutions de la République. Et donc, je ne pense pas que ce soit la première fois qu'il y ait un tel truc, parce que moi, je me rappelle, depuis l'époque de Alpha Omar Kounari, ce sont les magistrats qui avaient été accusés à tort ou à raison par Iban Diaye, qui était à l'époque maire du district de Bamako. Donc, dans une émission en direct sur le RTM, Iban Diaye avait accusé les magistrats maliens d'être des corrompus. Et donc, les magistrats avaient porté plainte contre lui. Il avait été condamné, je crois, à Ségou. Mais bon, ensuite, ils sont passés par la chefferie des griots de l'époque pour s'excuser auprès des magistrats et c'est comme ça que l'affaire a pu être dégonflée. Et donc là, on est face à une nouvelle affaire à l'intérieur de l'appareil judiciaire. Et donc, Bala, comment on peut expliquer ça? Est-ce que ce qu'on reproche à Kassim Tapo est clairement identifié? Est-ce que Kassim Tapo a réellement fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire? Bon, comme j'ai les courriers ici, les Trimbembolaya. En fait, quand tu lis la plainte, il y a beaucoup de choses qui sont curieuses. Les textes, Mali texte les textes au Mali sont partis à l'immigration, ils ne reviendront pas comme les Soninké sont partis à l'immigration. Qu'est-ce qu'il reproche à Maître Kassim Tapo, l'ancien ministre de la Justice? Ils ont dit qu'il n'a pas respecté les règles déontologiques, comme les règles des avocats encadrées avec les rapports entre les avocats et les magistrats, au tapo, à la femme. Donc, quand je lis la plainte, il y a une question qui vient. Un avocat peut-il publiquement critiquer la décision qui a été rendue? La question qui se pose, il y a un droit
en droit, la déontologie, il y a une question qui se pose, c'est le principe de la modération. Est-ce que les propos, c'est-à-dire qu'un avocat, lorsqu'il parle publiquement, est-ce qu'il a le droit de critiquer les magistrats ou de critiquer la décision? Autrement dit, quel est l'équilibre? Tapo a fait il pense que Tapo a dépassé l'équilibre entre la modération et la loyauté. Bon, voire même, ils vont dire même que tout ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Donc, on va aller plus loin. Je pourrais être bref. Donc, la question qui se pose, c'est la liberté d'expression de l'avocat. Est-ce que peut-on limiter la liberté d'expression de l'avocat? Est-ce que c'est que les propos qui sont tenus par Maître Tapo, pour moi, je vais donner mon point de vue après. Quand tu lis la plainte, est-ce que, bon, en tant que juriste, futur avocat aussi, donc voilà, je sais ce qui se passe. Donc, est-ce qu'un avocat a le droit de dire tout? La question, c'est ça. Est-ce qu'un avocat a-t-il le droit de dire tout publiquement? Dans ces cas, il y a l'encadrement. Un avocat ne peut pas dire tout. Donc, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui reproche à Tapo. Bon, finalement, en réalité, ils n'ont pas aimé. Bon, peut-être ils n'ont pas aimé ce qu'on peut faire la lecture. Ils n'ont pas aimé du fait que l'affaire a été soldée. Bon, on voit quand même que, comme il y a fait, on voit quand même que ça, c'est l'échec flagrant de la transition qui ne peut pas résoudre une question judiciaire. Comment est-ce qu'il prévu et Polo, comment ils sont en train de faire une tentative de coup d'état des civils, et que c'est soldé comme ça, c'est une honte pour la justice malienne. Moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec Tapo lorsque Tapo dit qu'il y a une victoire de la justice. Moi, je dis que c'est une honte de la justice malienne. Aka moro mina, ka faux prévoir au bolo, au moro kele no ako. Mais Bala, Ningali Beyoromna, ce n'est pas l'affaire. Ningali Beyoromna, ce sont les propos de Maître Tapo pour l'affaire. Est-ce que Maître Tapo est comme fort à quand fort? Non, mais les gars, ça a un lien. Je ne peux pas te dire qu'il ne peut pas dire ça. C'est ce que nous répond. Quand tu regardes le principe de modération, ça c'est un principe de la déontologie qui régit le fonctionnement de l'avocat, la profession d'avocat. Est-ce qu'un avocat a le droit de dire tout? Les paroles d'un avocat sont encadrées. Un avocat doit respecter le magistrat doit respecter un avocat. Est-ce que les propos que Maître Tapo ils ont tenus, j'ai compris ta question, est-ce que ces propos sont constitutifs? Est-ce que c'est une violation du principe de la modération ou pas? Donc pour moi, ces propos ne sont pas une violation de la modération. Pourquoi? Parce que dans la mesure où Tapo il était fâché parce que Benyabala, c'était pas une justice. Il faut appeler un chat par un chat. C'est quelqu'un. Il y a pour moi. Donc, il était énervé, il a tenu ses propos. Mais en réalité, dans l'affaire, ils sont liés dans l'affaire Arasbach, moi je pense que c'est une machine qui a sauté. Écoute-moi bien, Elian. C'est une machine qui a gommé l'État malien, la justice, l'État de droit. Il n'y a plus la démocratie. Parce qu'il en fait, moi, ce qui m'a dérangé dans l'affaire, comme on n'a pas eu le temps de parler là, ce qui m'a dérangé, on a gommé l'État des droits, on a fait une machine à sauter la démocratie, on a fait une machine aussi à dire qu'il n'y a plus la justice au Mali. La justice, c'est sa géométrie variable. Donc, je suis désolé, franchement, merci. Ça ne sert à rien de le poursuivre. Le constitutionnel vient de parler. Qu'est-ce que le politique dit par rapport à... Moi, je n'aime pas les Babarou contre les Ligas, je n'aime pas ça. Qu'est-ce que le politique dit par rapport à cette plainte contre Kassim Tapo? Bon, déjà, dans un premier temps, comme c'est l'a dit, sur la question de l'affaire qui a conduit à cela, c'est qu'il faut quand même reconnaître que ce n'est pas l'échec de la justice. Je ne suis pas d'accord sur cette lecture. Parce que, je vais vous expliquer une chose, à l'intérieur de la justice malienne, il y a aussi une bataille à l'intérieur de la justice malienne. Il y a une bataille. Et cette bataille interne est en train d'être menée entre ceux-là qui veulent que l'honneur de la justice soit lavé et ceux qui veulent persister dans l'injustice. Ça c'est quelque chose qui est interne. Je suis d'accord. Et eux, au fur et à mesure, peut-être, on ne sait pas qui va finalement avoir raison dans ce rapport de force. Mais qu'à cela ne tienne, il est important aussi de faire savoir que le rôle également de la justice n'est pas de cadrer la parole, surtout dans la circonstance du Mali, parce que le Mali est à un autre niveau. J'aurais compris dans France que l'on puisse polémiquer sur des sujets pareils pour, comme tu as dit, le point de droit qui était posé ici, le problème de droit qui se posait, la limite qu'on a en prenant la parole publique. De l'avocat. Voilà. Bon, maintenant, la question est de savoir aujourd'hui que le cas du Mali, c'est que c'est un pays aujourd'hui qui est plongé dans des difficultés énormes de point de vue justice, de manque de mauvaise distribution de la justice et à tous les niveaux. On pille les biens de l'État, matin, midi, soir, devant Dieu et les hommes. La corruption se fait à ciel ouvert. On a liquidé les biens
c'est-à-dire les structures de l'État sont recyclées, c'est-à-dire les biens publics sont recyclés à hauteur de 45% en République du Mali chaque année. On a un budget qui est quand même géré de façon opaque. Et donc, quand on regarde tout cela, je pense que la justice avait autre chose à faire au Mali que de balayer, limiter les niveaux ou les degrés de parole ou je n'en sais rien. Mais à la circonstance, la question que tu as posée, c'était l'homme politique. L'homme politique que je suis, nous avons toujours soutenu la magistrature dans cette histoire. Mais la question de principe pour nous est vitale. C'est-à-dire qu'au parti Sadi, dès lors que la question de principe est posée, on s'en fiche de savoir à qui cela profite. Il est inacceptable que la justice puisse, à partir de cette démarche-là, pour procéder à je ne sais quelle méthode pour bâillonner les gens, bâillonner la parole publique, bâillonner les gens qui n'ont autre moyen aujourd'hui que de dire ce qui se passe, que de se révolter au défaut de prendre des armes. Parce que d'autres ont déjà dépassé cette phase que Tapo, qu'on accuse, parce qu'ils ont accusé Tapo d'avoir pris la parole et d'avoir dit quelque chose. Et même son père, et même Bathily, disons le Bathily fils et père. Mais ce qu'ils oublient, le cas malien, c'est qu'il y a certains qui ont dépassé ce cadre de prise de parole, ont pris des armes. Vous avez parlé tantôt de ce qui se passe à Farabougou. On a vu que c'est des gens qui ont appliqué leurs propres lois sur le territoire national. Et donc, pour dire que le cas de Bathily n'est qu'un cas mineur et qui ne doit pas être utilisé pour bâillonner, en tout cas, les gens aujourd'hui. Et c'est pourquoi le parti Sadi est en train de préparer un communiqué là-dessus pour dénoncer cette démarche qui consiste à limiter la parole des gens, qui est un droit fondamental, un droit élémentaire et un droit inaliénable. Les raisons pour lesquelles nous nous sommes battus en mars 91 étaient d'avoir toute cette possibilité de critiquer, de dénoncer, mais que cela se passe dans le cadre du respect. Ça, nous sommes tout à fait d'accord pour cela, qu'il n'y ait pas d'insultes, qu'il n'y ait pas de calomnies, qu'il n'y ait pas en tout cas des propos déplacés. Mais quand il s'agit de critiquer, de dénoncer, eh bien la magistrature ne peut pas utiliser son instrument de droit pour dissuader, pour essayer d'empêcher aux gens de critiquer ou de pointer le doigt sur ce qui se passe. Donc cela, nous allons en faire un débat, peut-être avec les magistrats, et nous allons les faire comprendre que le problème est ailleurs, les adversaires sont ailleurs, et le problème ne peut pas être focalisé sur ce qui tiennent lieu des propos ou je ne sais quelles paroles qui ont été déplacées ou tout ça, mais l'essentiel, par exemple, permettez-moi de rappeler un petit instant, il y a eu Gimba qui a été en prison, il y a l'autre là, comment il s'appelle, Bandjougou a été en prison, c'est facile, ils ont une procédure très rapide de mettre les gens en prison lorsque ceux-ci se retrouvent en tout cas en porte-à-faux avec leurs éléments de langage. Mais ils sont très lents pour comparaître les gens qui ont pillé l'État. Ils sont très lents pour comparaître toute cette racaille politique et militaire qui ont pillé l'État et qui continuent de pavaner à Bamako tranquillement sous les yeux de tout le monde. Donc c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous allons les rappeler, oui. C'est là que j'ai dit que la justice malienne a échoué. Pourquoi il y a ta géométrie variable? On revient sur la même chose. En fait, le problème, quand j'ai dit que ce n'est pas une victoire de la justice, cette affaire. Moi, je ne donne pas la victoire à la justice. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas une victoire de la justice, mais encore une fois, le fait qu'ils ont été relaxés, cela prouve encore qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des gens, en tout cas, qui refusent que la procédure aille dans un sens. Là, il faut qu'on s'achemine vraiment vers la fin. Voilà, donc Elijah, moi je vais terminer pour tout simplement dire que, tu sais, dans ce pays-là aujourd'hui, il faut que les gens reviennent à l'essentiel pour comprendre qu'aujourd'hui on a imposé des structures, on a ramené la charte, on l'a imposé à la Constitution, on a imposé l'acte formatal à la Constitution, on a imposé le CNT, le vice-président, ainsi de suite, mais ils n'ont pas été en mesure d'imposer une juridiction qui pourrait nous permettre de se substituer à la haute cour de justice pour faire comparaître tous ces voyous, tous ces délinquants qui ont pillé l'État. Donc, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Merci beaucoup, Babarou. Bala, il faut vraiment qu'on termine l'émission. Excuse-moi une seconde. Il faut qu'un jour on fasse un débat sur ça. Est-il possible de juger comme c'est que beaucoup on en parle en ça c'est intéressant. Je suis impatient de venir sur ce sujet-là. Comment trouver les moyens de se substituer des privilèges? Et Toto Diarra, est-ce que c'est un débat de caniveau quand on regarde aujourd'hui le niveau auquel la justice elle est piétinée, elle est inexistence, le niveau auquel on est en train de déchiqueter le Malien dans son droit?
est-ce que cette guéguerre-là aujourd'hui entre la magistrature et l'avocat Maître Kassim Tapo est un débat de caniveau? Non, à ce niveau-là, non. C'est pas du n'importe quoi. On parle de la justice, l'un des piliers de l'État, hein. Donc, le pouvoir juridique. Donc, on ne doit pas rigoler avec ça. C'est quelque chose qui doit se rire. Mais, je prends le contexte et l'accusation. Ils accusent Maître Tapo d'avoir accusé le procureur de parler un français approximatif de souk, et que il a un niveau, enfin c'est pas, il dit de contre-vérité, donc faux et archi faux, et que bon, il trouve ça que c'est des insultes. Il sait pas, il faut vraiment voir la limite entre la liberté d'expression et ce qu'un avocat peut faire. Et quand tu lis leur courrier, il l'a fait hors prétoire. Donc en tant que citoyen, il n'était pas avocat au moment des faits. Donc il l'a fait en tant que citoyen dans ces cas-là. Et ce que lui l'a entendu dans les tribunaux. Toto, excuse-moi, hein. Là par contre c'est important. Est-ce qu'un avocat peut cesser d'être avocat à un moment donné de son existence? Attends, moi je vais répondre ça. Non. Au moment où il était. Non. Toto. Non. Oui. Il est sous l'avocat. Réponds juste à cette question. Il faut vraiment vers la fin. Toto, tu as parfaitement raison. Un avocat, lorsqu'il parlait, il a dit qu'il ne parle pas en tant qu'avocat, il a dit ça, je suis d'accord. Mais en réalité, un avocat, même sa vie, les règles déontologiques, ils sont là. Hein. Ça suit un avocat, même chez lui. Voilà. Non. Moi, je ne suis pas en train de parler de truc. Non, les gars, j'ai fini là-dessus. Moi, je suis en train de voir, en fait, c'est qu'ils ont mis dans leur propre communiqué. Hein. Je suis en train de parler de leur communiqué. Ils ont dit que, il a fait hors prétoire. Donc, ça n'excuse pas. Hein. Mais les mots qui sont utilisés, faux et archi faux, à l'endroit des procureurs, et qu'il parle un français approximatif des souks. Bon, là, si ça, c'est les a choqués, je ne sais pas, en fait, comment on doit parler, quoi. Je ne sais pas. Ouais. Bon, après, donc, débat de caniveau. Ah ouais, je ne dirais pas de débat de caniveau parce qu'on parle de la justice malienne quand même. Bon, là. Je ne sortirai pas le mot de ma bouche, ce n'est pas un débat de caniveau. Ils vont porter plainte contre nous ici. Voilà, on avait d'autres chats à fouetter, quoi, on va dire. On a d'autres chats à fouetter, moi je préfère dire ça. Oui. Merci beaucoup. Bouga, je pose la même question. Est-ce que quand on regarde aujourd'hui les chantiers de la justice malienne, tout ce qui est piétiné en termes de droit, est-ce que là on est en face d'un débat de caniveau comme il orchestre en Arafo? Ok. Bon, moi je dis que ce n'est pas un débat de caniveau parce que Amérom Nabi, Malion Maroube, donc c'est une possibilité pour nous, Et Totobara, comment on fait ça, c'est très important. Moi, je ne vois pas sur le plan juridique ou quoi, avocat droit ou tu vois, mais il y a plainting qu'on a déjà. C'est-à-dire que syndicat mieux plainting, il a réfléchi à plainting, c'est des juges, c'est des gens, on les appelle des sages, ceux qui sont censés quand même censés de faire maintenir la justice dans ce pays. Bah, à partir du moment où nous avons Demson Kumadola, c'est-à-dire que on doit comprendre que comment le Mali est tombé plus bas. C'est ça le problème. Tu vois? C'est ça le problème. Je suis d'accord avec toi. Moi, je cautionne. Je suis d'accord avec toi. On le laisse terminer son raisonnement. Voilà. C'est comme si moi, en tant qu'un activiste, je rédige une plainte et je dépose contre quelqu'un. Je qualifie ce papier comme ça. Parce que, déjà, Todobara, comment nous faisons ça? Kafoko, et tapo temps. Parce que quand tu es français, je le fais. Au lieu de faut les documents qu'on a là. Ça, c'est un indicateur très important. Tu vois, vous accusez quelqu'un sur des éléments alors que, français, c'est-à-dire que là, maintenant, réfléchir. Comment vous, en tant que justice, vous allez jusqu'à ce que Kata Morota français photo dans un document sérieux. Tout simplement pour dire que c'est pas sérieux, déjà. Bon, mais quand tu vas de caniveau, est-ce qu'il y a une caniveau konokuma? Guérin. Non, les gars, arrêtez, on parle de la justice malienne. Mais sérieusement, aller attaquer un avocat reconnu, moi, Tapo, on n'est pas amis, on n'est pas ennemis, mais aller attaquer un avocat sur ces termes inamicaux, s'intéresser à son langage. Non, au fond des choses, si tu regardes le document, c'est-à-dire que terme on va jusqu'à citer Facebook, on va jusqu'à dire de parler de la cybercriminalité parce que quand il y a un jour de faux, c'est-à-dire que le terme cybercriminalité est comparé à ce qu'a dit Tapo.
tu vois, et les termes qui sont utilisés dans ce document, il y a des questions à se poser. Où est-ce que la justice malienne va aujourd'hui? Jusqu'à quel niveau on est tombé? C'est ça le problème. Ça ne peut pas être un débat de caniveau, mais le plus important, c'est que on y est les Kochamana. C'est-à-dire que dans Sigibi, la justice est rétablie et ils ne sont pas droits. Donc ça pose problème. Tu vois? Ouais, donc, mais Tapo aussi est trop arrogant. Il est arrogant, il n'a pas le respect dû aux gens. Il n'a pas de respect envers les gens. Oui, il a un mépris envers les gens. Babarou, là où je ne suis pas d'accord avec toi, par exemple, nous, on a dénoncé Ibeka avant même qu'il ne soit président. Mais quand les Mahmoud Diko lui ont imposé d'enlever Soumaïlou Boubé Maïga, on a dit ici que ce n'était pas une bonne chose. Il ne fallait pas encourager ça parce que Ibeka aura démissionné. Donc, Fanedo, ou président de au moins, Ayrena Moussona don voté là. Donc, Ananga Boyakakan. De la même manière, Kassim Tapo, je me rappelle quand il y a eu les 23 morts lors des manifestations du M5 RFP, il n'a pas été solidaire avec les morts. Il a dit, il a tenu des propos qu'on ne peut pas soutenir. Par contre, là, sur ce fait-là, quand la magistrature ne sait pas qualifier la cybercriminalité dans un pays où réellement il y a la cybercriminalité, confondre la cybercriminalité avec cette prise de parole de Kassim Tapo, il faut avoir très peur. Et donc, pour moi, ce n'est ni plus ni moins qu'un scandale. Bah ouais, c'est parce que... On est d'accord, j'ai juste mis entre parenthèses que l'homme en question aussi est un homme controversé qui n'a aucun respect pour les gens. Oui, mais le principe est là. Et c'est à cause du principe, que nous défendons justement, que nous disons qu'on n'est pas d'accord avec les magistrats. Non, mais attendez, le côté cybercriminalité, c'est cité dans l'article de loi. C'est pas, ils n'ont pas qualifié de trucs de cybercriminalité, mais ça fait partie de l'article de loi qui condamne parce qu'il a mis ça sur les réseaux sociaux en fait. Hein. D'accord? Donc, c'est à partir de là. Donc, c'est pas. Nous, on est article, dans les documents de l'UEMOA. Voilà, justement, ce qui est qualifié comme cybercriminalité là-bas, Annie Tapo et Mifo. Tu vois? Donc, c'est ça qui est important. Il faut aller au-delà des documents. En fait, la qualification, les qualificatifs, est-ce que ça correspond pas? Justement, en fait, la parole de Tapo ne peut pas être incriminée. Non, mais moi, je pense. On ne doit pas évoquer la cybercriminalité là. En fait, voilà. En fait, c'est un avocat. En fait, on ne peut pas en vouloir à Tapo parce qu'il est avocat. Alors que quand un avocat parle, il n'y a rien de cybercriminel dans ses propos. Donc, soit vous voulez le taper parce que justement il est avocat. Or, s'il est avocat, on ne peut pas qualifier ses propos de cybercriminel. Donc, voilà, on ne peut pas aimer quelque chose de son contraire. En tout cas, on arrive à la fin de l'émission. L'émission, bon, je la voulais plus courte que ça, mais elle était tellement intense. Et merci infiniment à tous les quatre d'avoir apporté votre lecture sur ces 4 thèmes. Et merci aussi aux spectateurs. Et je vous dis bon match pour ceux qui sont pressés d'aller regarder Chelsea Real de Madrid. Voilà. Et puis, salut à tout le peuple à Bamako. Allez, ciao, ciao. Elijah, oui. Très rapidement, la faute, je l'ai retrouvée. C'est que, juste, la phrase, ces attaques ont été précédées par des invectives. Aux attaques précédées, là, ils ont fait, et à Santiago l'a fait. Alors, c'est les attaques qui ont été précédées. Ah, ben, moi, attaqué, voilà, bon, voilà, justement. Donc, Bouga, Toto, Toto, tu vois le monstre que tu nous as créé. Tu vois le monstre que tu nous as créé. Bon, on en aura l'occasion de revenir là-dessus parce que moi, ça m'intéresse. En tout cas, prenez soin de vous et puis bon match. Merci. Ciao, ciao. Merci.